Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, nous sommes avec Mustafa Khadili. Salut Mustafa. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, en forme. Plaisir de retrouver Radio Ma'arif. J'aime te voir comme ça, avec des notes ouvertes, des PC allumés, des cahiers couverts d'écriture dans plusieurs langues. Et je suis content aussi qu'on parle aujourd'hui d'un sujet, on parle d'un personnage en fait, qui apparaît dans beaucoup de podcasts que tu cites souvent. Oui. Et qui s'appelle Mokhtar Soussi, Mohamed Mokhtar Soussi. Voilà. Absolument. Alors on a une petite, c'est comme ça, vous travaillez dans Radio Ma'arif, quand quelqu'un, un personnage, apparaît dans plusieurs podcasts, on se dit qu'il lui faut un podcast. Et qui mieux que toi pour nous parler de Mohamed Mokhtar Soussi? Oh, qui est mieux que moi? Je sais pas, il y a mieux que moi certainement. Bon, je vais essayer de faire mon possible. Et c'est un personnage du 20e. Excuse-moi, je te coupe. Tu m'as conseillé de consacrer, c'est Mohamed Tozi en fait. Hein. Absolument. Voilà. Donc il faut savoir ça, les amis qui écoutaient les podcasts Histoire de Radio Ma'arif. Les historiens, quand on leur demande de nous parler d'un sujet, ils aiment bien avoir la validation ou qu'on commence par celui qui a plus travaillé là-dessus. C'est une sorte de fair play des historiens. Bah écoute, ça fait partie de la règle du jeu. Si Mohamed Tozi est un grand chercheur et savant qui a travaillé non seulement sur Mohamed Mokhtar Soussi, mais aussi sur un autre personnage iconique de la ville de Tanger, originaire de Fès, c'est Abdallah Gunnoun. D'ailleurs, ils étaient connectés à Gunnoun et Mokhtar Soussi. Et ce sont des personnages qui ont marqué l'histoire de la connaissance au XXe siècle, avec leur caractère de l'époque, leur perception de l'époque. Et ils ne sont pas les seuls, parce que dans le domaine, on a un peu ce genre de spécialistes qui ont consacré leur vie à faire l'histoire de leurs régions respectives. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que Mokhtar Soussi est un historien? Il est tout. Il est tout. C'est un historien, c'est un homme des lettres, c'est un homme de théologie, c'est un enseignant, c'est un poète. C'est dans la tradition encyclopédique des savants d'époque ancienne. Et c'est un peu une sorte de continuité parce que la poésie fait partie de leur vécu, si j'ose dire. Ils ne peuvent pas écrire de la prose sans revenir à la poésie. Hein. C'est quelque chose de très fort. Et puis, bien sûr, leur formation est d'abord religieuse. D'accord. Et donc, c'est pour cela que ça la part de religion là, quoi. occupe... Enfin, c'est la base, quoi. Absolument. Absolument. Né en 1900, À peu près. mort en 1963. Ouais, suite à un accident de route le 17 novembre, je crois. Rapide ministre des Affaires, des Habous et des Affaires religieuses dans le gouvernement Bkay. Absolument, le premier gouvernement après l'indépendance. Le gouvernement marocain en 1956. Absolument. 7 décembre 1955, c'est le gouvernement qui a négocié le traité de l'indépendance avec les puissances coloniales. D'accord, donc il était dans ce gouvernement. Absolument, parce qu'il était, Mokhtar Soussi était parmi ce qu'on appelle les nationalistes, alors avec un caractère très particulier. Mais après ce ministère, il a occupé aussi une fonction, ministère de la Couronne, il y en avait 4, avec Lahseli aussi, 2 autres. Ministère de la Couronne. Ouais, Wazir Taj, c'est une sorte de ministre d'État, plus que ministre d'État, on l'appelle ça, mais Wazara Taj. Ouais, une sorte de... Wazara Taj, attaché à la Couronne, attaché au Palais Royal, c'est comme ça qu'on les appelait, mais c'est un ministère qui a rapidement disparu. Alors, parmi son œuvre, la plus importante, sans doute, le Ma'soul, 20 volumes. Ouais. C'est quoi le Ma'soul? Pourquoi ça s'appelle Ma'soul déjà? Ma'soul, comment le traduire? On peut le traduire par le miel tout court, mais au fait, le mielé. Le miel. Le mielé. Ouais. Le mielé, c'est là-bas, ça renvoie à la douceur, le must. Le Ma'soul, c'est le Ma'soul. Alors, le Ma'soul encore, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est le mielé, le miel, le must de ce qui existe comme produit naturel qui nous vient des abeilles. Et ça parle de quoi les 20 volumes là? Mokhtar Soussi, c'est l'historien du Souss et du Sahara. Alors le Souss dans le sens historique, Souss al-Adna al-Aqsa dans le sens historique, parce que justement il s'était intéressé à collecter énormément de choses sur le passé de cette région
très fondamentale dans l'histoire du Maroc. Et cela est venu suite à une histoire d'exil. En 1937, Mokhtar Ceci a été en quelque sorte expulsé de Marrakech où il enseignait, à Armila, dans le quartier de Bab Doukala, à Marrakech. Et il fait partie des... Par les autorités coloniales. Les autorités coloniales, absolument. Il fait partie un petit peu de... Combien, 37 exactement, c'est l'année. On c'est Iglaoui non, enfin, le Glaoui, il était proche un peu du Glaoui, je dirais, ils étaient en contact, mais c'était pas le Glaoui qui décidait sur ces choses-là, c'était les autorités françaises, parce que avec le mouvement nationaliste qui commence à se développer, on a commencé même à faire un parti national, le parti national, on a commencé à créer le parti national Hizb al-Watani au début, et puis ça commence à s'agiter, et c'était le moment du Front populaire en France, qui nous a envoyé un résident général qui s'appelait le général Noguès. C'était un général, un militaire très dur, et du coup il a mis un arrêt total à toute activité politique, donc il a exilé les leaders de l'époque, qui était Allel Fassi au Gabon, qui a passé 7 ans. D'ailleurs, c'est toujours intéressant d'évoquer et le séjour de Allel Fassi au Gabon. Mohamed Ben Hassan Louazzani, aussi un autre leader qui a créé par la suite également lui aussi un autre parti politique, le PDI, Parti démocratique de la dépendance, Hizb al-Shura al-Istiqlal, qui a été exilé au début à Aqqa, à côté de Tata, et puis transféré à Idzer, côté de Midelt. Et Mokhtar Ceci a été exilé à Ilr, son patelin d'origine, où son frère exerçait les fonctions de cheikh de la tribu. Et c'est là où il écrit Eliriet. C'est là qu'il a écrit beaucoup de choses, parce que de 37, je crois, à 46 ou 45, l'élargissement, le retour de Al-Fassi, de Hassan Louazzani, de Mokhtar Ceci avec la Deuxième Guerre mondiale, la relance un petit peu d'une sorte d'harmonie suite à beaucoup d'événements. Les autorités du protectorat ont essayé un petit peu de se réconcilier avec l'élite marocaine et du coup ils ont élargi tout le monde, sauf qu'Al-Fassi décide de partir au Caire, Hassan Louazzani, Mokhtar Ceci et autres décident de rester au Maroc. Ils vont subir d'ailleurs plus tard beaucoup d'arrestations. Et pendant ce long séjour au Bled, il n'y a rien à faire, il lui est interdit bien sûr de contacter ou de faire des activités ou d'enseigner, etc. Et il consacre son temps à collecter les documents, à collecter la mémoire orale des savants de la région et à les transcrire. C'est pour cela que, après l'indépendance, il nous a gratifié d'une série de publications immenses. Ça dépasse une quinzaine d'ouvrages de tout sur Jazoula, le pays de Jazoula, le Jazoula, c'est un peu l'alliance qui nous a donné le pouvoir des Saadiens. Après l'Asabiya classique d'Imsmoda, d'Iznata, d'Isnahaja, on va passer à de nouveaux types d'alliances qui vont nous donner de nouveaux pouvoirs basés sur le chérifisme. C'est-à-dire on va transcender la Asabiya classique et on va à un nouveau type de Asabiya spirituel et qui va se baser toujours, bien sûr, sur l'alliance des tribus, mais ce n'est plus le modèle des classiques qu'on avait connus avec les 3 grandes premières dynasties. C'est pour ça que les dynasties saadiennes, dilaïtes, smlali, alaouis vont changer un petit peu le système ou le style de fonctionnement de ce genre de asabiya pour pouvoir donner des nouveaux pouvoirs basés sur des asabiya nouvelles, idéologiques ou politiques, beaucoup plus que ethniques entre guillemets. Donc le Mokhtar Ceci consacre son temps à collecter tout cela et à le transcrire. Mokhtar Ceci, quand il retranscrit et qu'il collecte et qu'il compile, il remonte jusqu'à quelle période en fait? Tout. Quoi, c'est-à-dire que d'abord pour les documents, il travaille sur les documents, il voilà, les lettres. Son travail d'historien pour lui, est-ce qu'il commence où? Il commence à Moulay Idriss, il commence avant? Ah non, non, pas forcément. Saadien, pas forcément. Tout selon les documents qu'il avait trouvés à l'époque, comme dans le Souss qui est connu comme d'autres régions aussi, sur la tradition du savoir, ce qu'on appelle l'ilm et l'ulama, il collecte et à travers ces documents-là et la mémoire orale des ulama, la généalogie des ulama aussi, des gens du savoir qui ont transmis leur savoir, ce qu'on appelle l'isnad, c'est-à-dire qui a formé qui, et il a essayé de remonter les fils. Et à travers cela, il a essayé de compiler, de nous raconter un peu d'histoire qui s'est déroulée dans le Souss et dans le Sahara à travers ces documents, à travers la mémoire orale et bien sûr à travers aussi ces lectures pour pouvoir reconstituer un petit peu. Plus que cela, dans le Ma'soul, il inclut même des histoires de personnages.
Alors, si par exemple, j'ai en tête ce fameux personnage qui a mis la main sur Bouhmara, Qaïd Najm al-Khassasi, en 1909, au temps de Moulay Hafid. Ça, c'est un qaïd de l'armée hafidienne. De l'armée de Moulay Hafid, absolument. C'est un Et qaïd. lui, il a droit à sa bio. Eh bien, écoute, après, ce monsieur a vécu jusqu'à l'indépendance. Il a résisté à la conquête coloniale. Il a fait partie de la résistance dans l'anti-Atlas. Il était qaïd de l'armée à l'époque de Moulay Hafid. Il était qaïd Makhzen en 1911. Il était un qaïd de tribu à côté de Marrakech, dans la zone de Demenat exactement. Il a fait un passage rapide. J'ai trouvé sa trace là-bas. Il y a même un jnan qui s'appelle Qaïd Najm. Jnan al-Qaïd Najm, c'est une sorte d'exploitation agricole pour ses besoins quand il était qaïd, mais c'est un passage rapide. Ensuite, avec l'arrivée de l'armée française, il était avec les Hiba à Marrakech et il a continué avec les Hiba. Jusqu'en 1934, avec la rencontre des armées espagnoles et françaises au Sahara, eh ben, il a préféré rentrer à Ifni et donc vivre sous l'autorité espagnole parce qu'apparemment il avait énormément de conflits et de règlements de compte avec les autorités françaises. Donc il vit jusqu'en 1956, l'indépendance, et il vient voir le Mokhtar Soussi là-bas pour lui demander de l'aide, c'est le Mokhtar Soussi qui raconte, de l'aide pour reprendre ses biens saisis à Marrakech, parce qu'il avait des biens à Marrakech. Et c'est là que le Mokhtar Soussi s'intéresse à son histoire et il la lui raconte et il l'écrit. Il était très âgé, très vieux. Déjà, si on imagine qu'en 1909, il était bien un qaïd makhzen de qaïd Lemia ou un qaïd de Tabor, c'est-à-dire un officier, un capitaine ou un commandant de l'armée makhzenienne, ben, on peut imaginer quand même que au moins la trentaine, absolument, plus les 30 ans, ça fait 60 ans, plus ce qu'il a vécu. Je ne sais pas en quelle année il est mort. Mais la curiosité de Mokhtar Soussi, c'est ça qui est génial pour nous aujourd'hui. Sa curiosité l'a poussé à nous écrire l'histoire de ce personnage. Alors justement, restons sur cette attitude qui consiste à écrire. On a fait suffisamment ensemble, toi et moi et d'autres, des podcasts histoire pour se rendre compte à quel point le fait d'écrire l'histoire, de compiler, n'était pas un réflexe chez nous. C'est-à-dire à quel point on avait l'impression, il y a eu énormément de scènes qu'on a déjà racontées où on a pu se rendre compte qu'il n'y avait pas systématiquement cette volonté d'écrire et qu'on a beaucoup de pertes à cause de ça. Oui et non. Parce que justement... je pense à une scène en particulier, ouais. Je ne sais pas si toi qui me l'as raconté ou un autre, où le sultan, je pense que c'est Sidi Mohamed Ben Abdallah, je pense que c'est lui, qui reçoit un ambassadeur hollandais. Et il est là et il regarde le sultan gérer les affaires courantes avant d'être reçu. Et c'est le témoignage du Hollandais que je te raconte, où il répond à tous les courriers qu'il a. Il attend son tour, donc il regarde comment ça se passe. Et à la fin, les courriers qu'il a reçus sont brûlés. On l'archivie pas. Ouais, le Hollandais est choqué. Il dit, voilà, il comprend pas. Non, ça dépend, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de documents. Ils sont publiés par la direction de la documentation royale, Moudirit al-Watha'iq al-Malakiya. Il y a une série d'ouvrages où on publie des textes, des dahir, des correspondances sultaniennes, etc. Je veux dire, il y a de la matière qui est restée. Les chercheurs adorent cela parce qu'avec ces documents-là, on essaie de reconstituer des parties des événements. Alors bien sûr, peut-être, on n'a pas tout gardé. Ça pouvait être aussi du courrier privé. Mais Mokhtar Soussi lui-même qui décide comme ça de tout compiler. C'est un ijtihad personnel. Est-ce que quelqu'un lui a demandé de faire ça? Est-ce qu'il est payé par exemple pour faire ça? Ou est-ce qu'il se dit c'est important de noter ça? Ou est-ce qu'il a peur que ça disparaisse? C'est quoi ce qu'il a en tête? Parce que si j'ai bien compris, il y a des choses qui ont été citées par cet érudit dont on a perdu les sources originales. Absolument, mais... Donc il faut lui rendre hommage. Absolument. Voilà. Donc ce bonhomme-là a aidé à faire passer un savoir qui aurait pu disparaître, c'est ça? Déjà, par exemple, si on prend l'introduction de Le Massoul, un volume. Volume 1, une page et demie à peu près, où il essaie un petit peu de nous mettre dans le décor. Il parle du Maghreb al-Ams, le Maroc d'hier, Maghreb al-Yawm, avec le temps colonial, il commence à bouleverser tout. Il y a Asr al-Durra au Sawarir. Et puis Maghreb al-Ghad, le Maroc de demain. Il prévoit les révoltes, parce que les idéologies, les idées nouvelles qui arrivent, etc. Et puis, c'est des petits paragraphes, c'est extraordinaire. Dis-nous un petit peu. Et puis, il nous écrit Fikret Jam' al-Kitab. Pourquoi j'ai décidé de voilà, c'était ma question. Et il écrit, je vais lire un petit peu sa phrase, une petite phrase. كنت مرة زرت الزاوية الدلائية من أيت إسحاق في سفح الأطلس الكبير. لا، الأطلس المتوسط، ما عليناش. فصرت أبحث هل أجد هناك أثرا من آثار أولئك العلماء الأدباء العظام، فلم أقع على أثر.
فغمضت عيني برهة فصرت أستحضر كل ما كنت قرأته من الكتب التي تتحدث عن هذه الزاوية وعن أعمال رجالاتها. Donc c'est suite à une visite des ruines de la Zawiya de Dila à Itzhaq, à côté d'Okhnifra, centre d'un pouvoir, d'un État venu après la chute des Saadiens, qui a duré une trentaine d'années avant la dynastie alawite, et qui avait sa capitale justement à côté d'Okhnifra, à Itzhaq, et il a lu des choses, et puis il a dit ce qu'il savait, et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a eu lieu, tous ces gens de savoir, parce que cette Zawiya est connue pour être officiellement au niveau politique Zawiya de l'Aïa, mais la famille qui était au pouvoir de cette Zawiya, qui a tenté de faire un État et qui a gardé d'ailleurs une indépendance au moins d'une partie nord du Maroc, parce qu'en même temps un autre État à élire dans la zone de Mokhtar Ceci était au sud de Dawla Semnaliya d'Abi Hassan, qui ont gardé également l'indépendance du Maroc. Et cette famille qui gouvernait cette Zawiya de l'Aïa était connue par l'Osra al-Mesnawiya. Le Mesnawi en tamazight, c'est les gens du savoir. Donc le Mesnawi est un nom qui renvoie, c'est un nom de famille qui renvoie à une tradition de savoir. Ça nous donne un Mesnaw ou un Massan, les gens du savoir. Donc l'Usra al-Mesnawiyya de l'Aïa, c'est comme ça qu'ils sont connus dans les écrits. D'ailleurs, quand Moulay Rachid al-Alawi a détruit la Zawiya, il n'a pas éliminé cette famille, au contraire, il l'a transféré à Meknas, à Fès, même jusqu'à Tlemcen, et ils sont devenus des enseignants dans ces trois villes. Ils nous ont donné carrément, si j'ose dire, une sorte d'école de pensée du début de la période alawite. Elle est née sur la base de cette famille de savants, Imsnaoun de la Zawiya de l'Aïa, qui après avoir perdu le pouvoir, se sont consacrés au savoir. C'est exactement ce qui est arrivé avec les Almoravides, après avoir perdu le pouvoir politique. Ils sont rangés dans le spirituel. Dans le spirituel, de ce qu'on appelle le marabout. Le mot marabout, il vient du mot morabite, Amrabd, comme le nom de famille qui existe encore, ou le marabd. Il n'est pas dans la méditation. Écoute, il y a toujours un ancêtre quelque part qui a gardé, mais on n'en sait pas sur les personnages, puisque ça continue en tout cas à jouer des rôles. Donc voilà, il a dit, c'est un peu les ruines de la Zawiya de Dila qui inspirent le Mokhtar Ceci. Il a dit, si on avait quelqu'un de la région qui pourrait nous raconter. Parce qu'on a une image, on croit que, par exemple, si on a des savants qui nous ont écrit sur les principales villes, Mokhtar Ceci, sur la grande région du Sahara Souss, qui nous a rapporté l'histoire, c'est pas parce qu'on n'en sait rien sur Dukala, ou là sur le Moyen Atlas, ou là sur Seis, qu'il n'y avait rien. Non. Il y avait seulement, on n'avait pas quelqu'un pour le raconter. Parce que durant cette période coloniale, avec ce choc culturel, si j'ose dire, qui a eu lieu, et le contact qu'ont eu les orientalistes, les officiers des affaires indigènes qui travaillaient sur nous, soit sur les manuscrits, soit en ethnographie, etc., ils ont allumé une mèche chez nos savants, une curiosité, parce qu'ils étaient étonnés et épatés par cette curiosité des Français ou des Espagnols qui contactent des savants marocains pour en savoir plus, et qui arrivaient même à lire des manuscrits en arabe, à les traduire, etc. Et ça, on a piqué plus d'un. C'est le cas de Mokhtar Ceci, qui a beaucoup conversé avec Justina, ils ont beaucoup discuté, il leur rapporte. Après son retour d'exil, il rapporte ses contacts, ses discussions avec Justinar. Justinar qui était ce qu'on appelle un berbérisant et un arabisant. Il nous a écrit des manuels de berbère, comme on appelait ça, sur le Tashlahid du Souss et Tamazirt du Rif, parce que pendant la guerre du Rif, c'est Justinar qui en a fait ça. Ensuite, il nous a traduit des manuscrits anciens de l'époque saadienne. Il les a édités en arabe, il a édité un autre manuscrit de l'époque de Moulay Ismail. Et donc, ça a piqué la curiosité de plus qu'un seul. C'est pas que le Mokhtar Ceci, parce qu'on avait, par exemple, sur la ville de Meknas, on a une référence à Ibn Zaidan, il a vécu, c'était Naqib du Shurafa al-Alawiyin, qui nous a fait une compilation sur la ville de Meknas. Tous les personnages qui sont passés par Meknas, soit ils sont nés, soit ils sont passés, soit ils sont morts dans la ville de Meknas, on les trouve là-bas. Et c'est une question de méthode pour les historiens. Quand on cherche à faire les références, la biographie, à localiser un personnage, etc., on revient à ça. On a, pour la ville de Fès, Nashr al-Matani, d'un historien qui s'appelle Taïb al-Qadiri. On a pour la ville de Tétouan, mais celui-là il date du 18e, je vais rester dans ceux du 20e siècle. On a Mohamed Daoud sur la ville de Tétouan, qui a également essayé de compiler
tout ce qui concerne l'histoire de Tétouan à travers les textes, les correspondances, les dahirs, les échanges, etc., etc. On a Marrakech, le qadi de Marrakech à l'époque qui s'appelle Abbas Ben Ibrahim Ta'arji, l'I'lam bimahalla bimmarrakech wa Armat min l'I'lam. Donc tous les personnages qui sont passés dans l'histoire par la ville de Armat ou la ville de Marrakech, ce qadi, Abbas Ben Ibrahim, a compilé tout cela et Ce sont des bouquins références. Ce sont des historiens régionaux, j'ai envie de dire. Absolument. On peut dire ça. Voilà, absolument. On a le père de Taïb Siddiqui, le grand homme de théâtre. Il nous a laissé un manuscrit lui, sur la ville de Souira avec un signe, écoute, pas avec un sad. On a le Fqih, le Kanoni sur... avec un sad. Le père il écrit Souira avec signe, Sour. ماشي الصور الصويره دابا كنقولوا الصويره بحال التصويره alors que هي الصويره normalement selon ce Souiri qui a vécu à la fin du 19e début de la إيقاد السريرة في تاريخ السويرة avec un signe pas un sad. Donc tu la lis au mur et non pas à la oui, c'est comme ça. Un Souiri authentique, il a écrit comme tel, un fqih, donc un alim, il a étudié le père de Taïb Siddiqi Allah yarham al-jami'. Le fqih al-kanoni sur la ville d'Asfi. الارتباط بمرحلة بالرباط. Pareil, une compilation sur tous les personnages qui ont vécu à Rabat, qui sont nés, qui sont morts. Donc pour nous, les historiens, c'est ce genre de travaux régionaux qui sont et c'est à travers l'histoire. Hein. C'est un personnage qui passait à Marrakech ou à Ramat à l'époque almoravide ou avant les almoravides. Quand on veut chercher sur quelqu'un, on y va. Et on a d'autres. On a Badr Dil Qarafi, quelqu'un originaire du Maghreb, je ne sais plus, du Maroc ou d'Algérie, qui s'est établi en Égypte, qui a fait une compilation également, et on a Ahmed Baba Timbukti qui a complété ce livre de ce Badr Dil Qarafi. Et je retiens le titre, Nail al-Ibtihaj fi ma laysa fi ad-Dibaj. Donc il a lu le livre Dibaj de Qarafi, où il y a énormément de notices biographiques sur les gens du savoir qui ont traversé l'histoire, et Ahmed Baba Timbukti nous rajoute genre 400 ou 500 pages de personnages qui ne sont pas cités dans ce livre. D'où de savoir de partout tous les gens qui ont eu un impact scientifique, qui ont écrit. Qui sont liés à quel espace géographique? Surtout le Maroc, avec des extensions bien sûr sur l'Algérie et la Tunisie. C'est une sorte d'encyclopédie biographique où on trouve les informations sur tous les personnages. Alors ce genre... Timbukti. Le contemporain d'Ahmed al-Mansour, le prisonnier, déporté, l'exilé de Marrakech, et qui a enseigné d'ailleurs à Marrakech. Alors, donc tu vois, pour les historiens... Non, c'est bien ce tour d'horizon. C'est travailler les manuscrits anciens, nos manuscrits qu'on a écrits nous en arabe, c'est compliqué. C'est un métier à part et c'est un domaine codifié. Et pour s'y retrouver, pour reconnaître les personnages, la notation de ce qu'on appelle le métier de la notation, ce genre de biographie, d'encyclopédie biographique est génial pour aider les chercheurs et les spécialistes à mettre les points sur les i et à savoir qui est qui et comment, qui a enseigné qui a transmis à qui a écrit le premier dans tel thème, qui a annoté tel thème, etc., etc. Et c'est comme ça que nous faisons nos travaux respectifs selon les spécialités de chacun. Ce que tu es en train de dire, si j'ai bien compris, c'est que les textes originaux sont quasiment illisibles pour le commun des mortels. Absolument. Voilà. C'est pas n'importe qui peut lire un manuscrit. Je veux dire, on peut essayer, mais c'est une écriture codifiée. Bon, moi, je suis tombé 2 ou 3 fois sur, pas des manuscrits bien sûr, mais des photos de manuscrits. Déjà, le Ktsaba, c'est pas ce qu'on connaît, c'est-à-dire que il y a très souvent pas de points, par exemple. Aussi. Pas de points. Absolument. Et cette série d'historiens régionaux vient rappeler que quand on répète parfois un peu bêtement, comme je l'ai fait moi-même aujourd'hui, qu'il n'y a pas beaucoup de sources, il y a peut-être plus de sources qu'on croit, c'est bien ça. Et beaucoup plus. Je veux dire, c'est très profond. Si on rentre là-dedans, on va oublier notre Mourtaz Sossi. D'accord. Alors revenons à Mourtaz Sossi alors. Question. On a un intellectuel, disons, qui vit une période très importante de l'histoire du Maroc, la première moitié du XXe siècle. Ouais. L'arrivée des Français il est petit, en 1912, mais en 1930, où il y a le début de l'agitation. Le 26, il était à Fès, déjà en train d'étudier. Quel est son regard sur la présence française? Alors, Mourtaz Sossi, il est classé dans... Je vais développer ma question, je vais te laisser le temps de répondre. Une des choses que j'ai compris en discutant avec toi, en écoutant le parcours de l'Qaïd Issa Ben Omar, ou bien son voisin de l'Haha, c'était la Smito, l'Qaïd... Al-Flous, Kaynan Flous, Kaynan Gilouli. Non, bref, oublions. Il y a plusieurs. Les Qaïd aussi du Sud, les Mtsougi, Gundafi, Glaoui, Ad, ceux du Moyen Atlas, les Saïd. Ce que j'ai compris, moi, c'est que les gars n'ont rien compris à ce qui s'est passé quand les Français sont arrivés. On ne les a pas bien briefés. Et chacun a réagi avec son background et avec, j'ai envie de dire,
ce qu'il estimait être sa loyauté, ses impulsions et son état d'esprit. Il y a des gens qui ont trouvé ça normal, des gens qui s'attendaient à voir arriver des Français pour améliorer des islahat, ils se sont retrouvés avec des gens armés, ils n'ont pas très bien compris, il y a des gens qui ont pris les armes, et des gens qui ont travaillé avec eux, mais en résumé, ce que j'ai vu moi, c'est qu'une grande confusion s'est abattue sur l'élite marocaine, c'est quand même l'élite marocaine, une grande confusion et un moment de flottement dû au fait qu'on ne comprenait pas qui étaient ces gens-là, ce qu'ils venaient faire, et quelle attitude était la bonne à avoir vis-à-vis d'eux, la guerre, la collaboration, la discussion, l'encadrement, enfin bref. Quelle était l'attitude de Mokhtar Soussi, qui vient un peu après lui? Non, il faut contextualiser dans le sens où on est dans un pays qui a... Déjà, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'ils n'ont rien compris? C'est un flottement. Il y a ceux qui ont compris et qui n'ont pu rien faire. Ceux qui n'ont rien compris et qui n'ont pu rien faire non plus. Une troisième catégorie qui ont essayé de faire. Non, moi, comprends bien ma question. Moi, je suis pas en train de donner des médailles aux gens d'il y a 100 ans en disant lui, il a bien réagi, mal réagi. La situation est très complexe parce que les Français ont signé avec Moulay Hafed. Oui. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec une légitimité. Une légalité, disons. Une légalité, voilà, une légalité. Voilà, légalité. Et l'attitude que vont avoir ces cadres, parfois du Marzen, vu que Mohamed c'est un cadre du Marzen. Absolument. C'est un dialogue ou un dilemme entre la légalité et la légitimité. Ouais. Et, j'ai envie de dire, la profondeur historique. Ouais. Cette indépendance, chèrement acquise depuis le début de l'islam. Voilà. Et qui a toujours fait un peu défendu, par exemple, dans le cas de SFI contre les présences... systématiquement. Voilà. Systématiquement. Arrive par la grande porte avec la signature. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, je ne suis pas en train, je répète, de distribuer des bons points et des mauvais points. C'est pas du tout l'idée. C'est de comprendre la confusion. Comment Mokhtar Soussi, quel regard de cet intellectuel-là sur cette période, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il raconte? Non, rappelons quand même, on avait parlé de ce 19e, les défaites militaires, etc. L'élite était bien sûr dans cette histoire depuis la défaite d'Isli, la défaite de Tétouan, la monte de guerre, le début de la domination coloniale sur les mers, sur les ports sahariens, les ports maritimes au nord, à l'ouest, etc. Les taxes, la douane, l'indemnité de guerre, la dette, etc. Je veux dire, le processus, tout le monde le voyait venir. Et tout le monde... Certains, en tout cas, essayaient de remonter la pente, comme cette histoire de 1911, on a essayé quand même de faire un nouveau sultan du djihad à la place de Moulay Hafid, parce qu'il était élu sultan du djihad pour défendre l'indépendance du pays, et ce nouveau sultan Amknes qui a précipité un petit peu l'arrivée de l'armée française de Casablanca vers Fès, l'espagnol de l'Arèche vers Al-Qasr al-Kbir, et l'arrivée de fameux Panther des Allemands à Agadir pour saucissonner un petit peu, selon le droit international colonial de l'époque, comme il disait, pour justifier leur intervention. Mais ce processus par rapport aux élites, certaines élites du Marzen, elles étaient au courant parfaitement de ce qui s'est passé, mais ils ne voyaient pas d'issue parce que ça y est, c'est pratiquement mûr, le fruit, elle est tombée. Mokhtar Soussi ne parle pas au début de cela. Par contre, il ne parle du mouvement de l'Hiba qui a essayé justement de sauver les meubles par son arrivée, son intronisation à Tiznit, Taloudant, l'arrivée à Marrakech, la défaite à Marrakech, le retour sur Taloudant, la défaite à Taloudant, et puis l'installation à Kerdous dans l'anti-Atlas entre Tiznit et Tafraout. Et le propre frère de Mokhtar Soussi était dans ce mouvement hibiste de l'Hiba, et il a raconté à Mokhtar, il a raconté à son fils, à son frère cadet, l'histoire comme il s'est déroulé, avec l'arrivée des sous-marins allemands pour livrer des armes au sud dans le cadre de la Première Guerre mondiale, quand les Allemands essayaient d'aider la résistance marocaine contre les Français, au moment où les Français et les Anglais aidaient ce qu'on appelle la révolte arabe contre les Ottomans dans le Hijaz. C'est bien les Allemands qui avaient un projet de ramener Moulay Hafed dans un sous-marin. Oui, parce que Moulay Hafed était leur tête de pont on en avait parlé une fois. L'image de Moulay Hafed arrivant dans un sous-marin allemand me semble une image pleine d'une charge de puissance visuelle incroyable. Incroyable. Écoute, je l'imagine dans un Écoute, il a rêvé de reprendre la main. De faire un comeback, quoi. Et de faire un comeback pendant la Première Guerre mondiale. Il était installé en Espagne et il a fini par... je veux dire, avec la défaite de l'Allemagne, tout est tombé à l'eau. Mais en tout cas, c'est un épisode du sultan Moulay Hafid qui est très peu connu parce que les gens aiment beaucoup jeter l'anathème sans faire le tour du tableau dans sa globalité. Mais en tout cas, c'est une partie de l'histoire. Et d'ailleurs, dans un autre livre, revenons à Mokhtar Soussi, pardon, voilà. Il raconte ça. Raconte cela par la bouche de l'un des adjoints de Moulay Hafid qui était le Bacha Menno, qui était en résidence surveillée à Meknès. Donc en fait, on parle de Mokhtar Soussi comme un historien, mais ça peut aussi être un journaliste en fait, vu que les événements qu'il raconte sont pas très loin. Non. Quand il nous raconte le témoignage de Bacha Menno sur proche de Moulay Hafid, sur les actions de Moulay Hafid, tout ce qui s'est passé durant la période de Moulay Hafid, voilà. Ce qu'il a vécu avec lui. Voilà, donc on n'est pas. Sauf qu'il ne publiait pas au jour le jour.
Bien sûr. Mais c'est une sorte les souvenirs de ces gens-là sont devenus pour nous des chroniques et des chroniques historiques très pointues, très précises. C'est pour ça que c'est dans le détail que réside l'analyse historique. C'est pas les grands événements comme ça qu'on prend et puis bon, on essaie de faire une analyse, une interprétation et même un jugement, et souvent des jugements de valeur. Justement, c'est quand on fait pratiquement cette méthode journalistique de suivre au jour le jour les événements, de comprendre un petit peu le comment et le pourquoi, que peut-être l'image serait complète. Il ne faut pas oublier que le Mokhtar Ceci se distingue dans le mouvement nationaliste, puisqu'il est considéré comme un personnage nationaliste, c'est que lui, il est resté soufi. Il est resté soufi, alors que le nationalisme est né contre le soufisme aussi. Le nationalisme avait commencé par dénigrer les zaouïas, le soufisme, au nom de l'khozabilat. Le tribalisme aussi. Et le tribalisme, au nom de l'khozabilat, de l'khorafat, etc., etc. Il y avait une modernité, en fait, il y avait une volonté de tourner cette page. Non, donc, une volonté de récupérer les ouailles, hein, c'est tout. Je veux dire, nous sommes la meilleure zaouïa. Je veux dire, c'est tous les mouvements. Oui, bien sûr, mais ils le disent pas comme ça. Ils le disent pas comme ça, mais au fond, c'est comme ça. C'est tous les mouvements religieux d'aujourd'hui que les gens croient que c'est du mouvement clean, alors que c'est des nouvelles zaouïas qui essayent de dénigrer les autres pour récupérer. Tout est zaouïa pour toi. Ah oui, il n'y a que des zaouïas, même les partis politiques. Hein. Je veux dire, tout le monde c'est comme les clubs de foot. Pour moi, ce sont des zaouïas où les gens utilisent dhikr sur les gradins, sauf que des fois, ils oublient pourquoi ils sont là et ils débordent sur des choses qui les dépassent. Mais bon, c'est comme ça. C'est une sorte de tout n'est que zaouïa. C'est une phrase incroyable. La base de la fraternisation, de se créer un lien social. Or, le Mokhtar Ceci, justement, il est le seul à rester à combiner un petit peu cette idée d'être nationaliste avec les nationalistes, mais garder son sophisme et le revendiquer. Et spirituel. Parce que c'est son père, qui a d'ailleurs dans la famille, normalement il s'appelle ceci, normalement dans leur famille, le nom de famille c'est Darqawi. Parce que c'est son père qui a introduit Zawiya Darqawiya dans le Souss. Et l'antenne de cette Zawiya existe toujours à côté de Tiznit dans le Maïder. C'est le père de Mokhtar Ceci qui a introduit Darqawiya dans le Souss. Or, cette Zawiya est née au temps de Moulay Slimane. C'est à peu près 1820, à peu près au moment de Moulay Slimane. C'est l'une des Zawiya nées au moment de Moulay Slimane avec la Zawiya Tijaniya. Ce sont deux Zawiya qui sont nées pratiquement en même temps. Or, l'écho de cette Zawiya Darqawiya qui est très populaire et qui s'adresse à des catégories sociales, je veux dire de pauvres, et n'est pas une Zawiya d'élite, c'est son propre père qu'elle introduit dans le Souss, et bien sûr le fils ne peut être que disciple de son père, puisqu'il a continué dans les études religieuses, les études de théologie, il est devenu un grand savant. D'ailleurs, il reste très, très particulier dans l'histoire du mouvement nationaliste, parce qu'il n'est pas un nationaliste qui dénigre les Zawiya, les tribus, etc. Il reste attaché à son passé, au passé, et le mettre en tout cas en exergue pour en tirer ce qu'on peut en tirer. C'est l'un des éléments. L'un des livres que beaucoup n'en parlent pas, parce que je vais finir avec cette histoire, avec l'exil de Mohamed V en 1953, bien sûr ça s'agite, la violence urbaine commence, les bombes, etc. Ça commence avec un mouvement de résistance urbaine à Casablanca d'abord. Bien sûr, les autorités françaises commencent par arrêter toujours les leaders classiques comme le Mokhtar Ceci, Mahdi Ben Barka et d'autres noms, à peu près 70 de différentes régions du Maroc. Et il les ramène dans un village qui s'appelle Arbaloun Kerdous, qui fait partie aujourd'hui, je crois, de la province de Rachidia, entre Golmima et Tinjdad. C'est dans le Haut-Atlas. Mais emprisonné ou bien emprisonné, disons, en exil, assigné à résidence dans une petite caserne désaffectée pour eux, que j'ai visité d'ailleurs. Il y avait des chambres des soldats qui sont devenus des chambres de ces prisonniers politiques, et qui avaient une sorte de liberté, c'est-à-dire ils n'étaient pas enfermés toute la journée, et ils s'adonnaient sur une vallée verdoyante, parce que nous sommes dans une région de vallée, ça s'appelle Arbaloun Kerdous. C'était une bonne idée de les réunir. Oui, justement, le seul qui a écrit ses mémoires sur cette période, c'est Mokhtar Ceci. C'est le Mokhtar Ceci. Voilà. Ça s'appelle Fi Mu'taqal as-Sahra. Ouais. Et là, il parle des républiques des nationalistes. Là, il a commencé à nous donner. On est entre 54 et 55. Et il nous donne déjà des idées sur ce qui allait venir, sur les clans. Il a lu des clans à l'intérieur du mouvement nationaliste. Ils appellent ça les républiques. Et puis, il dit aussi que avec les leaders nationalistes, il avait un visage, la Daya Wajhun, c'est comme ça qu'il le dit, mais avec les prisonniers originaires du Moyen Atlas, d'Azrou, de Khnifra, de Qsiba, ils étaient également là-bas les leaders locaux,
J'étais dans mon élément et j'avais un autre visage. Un autre visage. Donc, alors qu'est-ce qu'il faisait avec eux? Est-ce qu'il faisait de la poésie? Est-ce qu'il faisait Haïdus? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le seul à raconter cet épisode et grâce à lui, on a, entre autres, ces mémoires qui nous relatent le mouvement nationaliste et les clans de l'intérieur, en plus de toute l'histoire du souci de Sahara, l'histoire de Jezoula, la poésie, l'histoire du savoir d'une manière générale. Et c'est pas parce que la Zawiya de Laïa, personne n'a écrit dessus, quelqu'un de la région, que la tradition de savoir est limitée à un coin ou à une ville ou à une région. Au contraire, c'est qu'il y en avait un peu partout et espérant des Mokhtar pour toutes les régions du Maroc, pour qu'on puisse un petit peu en avoir le cœur net, parce que la masse de documents qui est encore enfouie un peu partout. Et tu as l'espoir de trouver des documents là? Oui, écoute, c'est le Mokhtar Soussi qui connecte Abdallah Gnnoun sur un qadi d'un petit village qui s'appelle Bzou, chez qui il avait trouvé des correspondances de l'époque saadienne. Et Abdallah Gnnoun avait publié cela en 1954 à Tétouan. Incroyable. Incroyable de trouver dans un petit village perdu à la limite du Moyen Atlas et de Haut Atlas des correspondances et des documents presque uniques, parce que certains, on les retrouve dans le Fishtali, dans le Manahil Safa l'historien, et des trucs assez spécifiques. Alors quelqu'un, à un moment donné du passé, avait trouvé cela et puis il a recopié ou il a gardé, etc. Mokhtar Soussi, dans l'une de ses visites à ses amis un peu partout après son retour d'exil à Bzou, il trouve ça, il le recopie, il le transmet à Abdallah Gnnoun et Abdallah Gnnoun, pour en avoir le cœur net, il va à la source, donc il contacte le qadi qui habitait cette petit village. Et il trouve la lettre. Et il trouve les lettres et il les publie avec une petite introduction. Ahmed al-Mansour et les autres, même le Walid ibn Zidane, ibn Mansour, qui nous a donné le Walidia, il y a une de ses lettres à son grand-père qui était Ahmed al-Mansour, où il fait son éloge en poésie, c'est extraordinaire, avec la précision qui est le scribe qui a rédigé cette lettre pour le service. Donc vous voyez, on peut toujours garder espoir, bien sûr, parce que oui, on est une société à tradition orale, mais on est une société à tradition savante, et c'est pas rien que l'histoire du savoir est encore à écrire, sinon on n'aurait pas eu ni le Mokhtar Soussi, ni Ibn Khaldoun, ni Liussi, et ni Gnnoun, et tant d'autres noms avec lesquels on peut remplir des cahiers et des cahiers. Eh ben écoute, Mustapha, on pourrait t'écouter des heures et des heures. Très intéressant portrait, personnage étonnant, portrait aussi intéressant que le personnage, à la fois historien, nationaliste, homme politique, prisonnier, poète, journaliste, Sophie, exactement. Donc, et avec cette très belle fin, l'ouverture, pour nous rappeler que des découvertes sont encore possibles, on les espère. Merci beaucoup Mustapha, c'était super. Merci à vous. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.